Alors dans cette vidéo, nous allons étudier en fait l'évolution des inégalités en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le début des années 50. Alors sur le long terme, il faut bien avoir présent à l'esprit que les inégalités ont diminué, hein. Vous voyez sous vos yeux, vous avez le graphique qui en ordonnée représente l'indice de Gini. Alors bon, ici, il varie de 26 à 50. En fait, il a été multiplié par 100. C'est une base 100. Normalement, l'indice de Gini est base 1, mais l'interprétation est exactement la même, hein. Plus l'indice de Gini est élevé, plus il y a d'inégalités, plus il est faible, moins il y en a. Donc présentement, on voit que la tendance à long terme des inégalités, effectivement, est plutôt à la baisse, notamment jusque dans les années 80. En fait, c'est vraiment le cadre de la réflexion globale dans cette vidéo, à savoir, sur le long terme, les inégalités ont diminué. C'est surtout vrai jusque dans les années 80. Depuis les années 80, attention, c'est beaucoup plus nuançable. Quand on regarde 2007-2010, c'est même plutôt mauvais puisqu'elles augmentent. Alors, on a une réduction des inégalités économiques sur le long terme. Il faut savoir que cela a été théorisé donc par Kuznets dans sa célèbre courbe dite courbe de Kuznets, où il étudie la relation en abscisse entre le PIB par habitant et en ordonnée l'indice de Gini. Et en fait, ça lui permet de mettre en évidence ce que l'on appelle techniquement une courbe en cloche, ou en U inversé si vous préférez, où l'on a une première phase où les inégalités en fait sont croissantes, elles augmentent, hein. On va avoir des innovateurs qui vont rapidement s'enrichir, ce qui va accroître les inégalités. Et dans un deuxième temps, après une relative stagnation, on va avoir une diminution des inégalités, hein, une tendance à l'égalisation des conditions, pour parler comme Tocqueville, une application des pouvoirs publics, un développement du système redistributif qui vise justement à atténuer les inégalités. Donc, on fait bien attention à l'évolution de l'indice de Gini, hein. Quand il diminue, ça signifie qu'on a une diminution des inégalités. Quand il augmente, ça signifie qu'on a une augmentation des inégalités. Donc, de nombreux économistes considèrent effectivement qu'on a été jusque dans les années 80, en fait, en France, dans la phase 3 de la courbe de Kuznets, autrement dit qu'on a assisté à un resserrement des inégalités, hein. D'ailleurs, Thomas Piketty montre bien que la part du décile supérieur, donc des 9, hein, dans le revenu total en France, a globalement baissé. En 1930, le revenu des ménages des 10% les plus riches représentait 45% du revenu total. Aujourd'hui, c'est 35%, avec un point bas dans les années 80 à 30%. Donc, ce qui veut dire que globalement, les inégalités économiques ont tendance effectivement à être moindres, en tout cas qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Alors, les crises économiques, les guerres provoquent pêle-mêle krach boursier, faillite bancaire, faillite d'entreprise, et tout cela va diminuer la valeur évidemment du patrimoine des plus riches, et donc mécaniquement des revenus qu'ils vont en tirer. Bon, ça peut paraître bête, mais plus on est riche, plus on a à perdre. Et plus on est pauvre, moins on a à perdre. Deuxièmement, il y a également des luttes sociales. Le rôle des syndicats, par exemple. La dernière en date, on pense à mai 68, hein, où il y a effectivement eu comme objectif de tirer vers le haut les plus démunis, de réduire les inégalités, d'avoir un partage de la valeur ajoutée plus favorable en fait aux salariés, hein, et non pas aux entreprises par le biais d'une hausse des profits. Alors ces luttes sociales ont abouti donc finalement à une réduction des inégalités de salaire en tirant davantage vers le haut les salaires des individus les moins bien rémunérés. En troisième lieu, il y a un phénomène purement monétaire qu'est l'inflation. Alors l'inflation, effectivement, a tendance à ronger, à diminuer la valeur des actifs. Plus l'inflation est élevée, plus la valeur du patrimoine des individus aura tendance à être tirée vers le bas. Ce qui fait que plus vous avez un patrimoine important, plus vous serez négativement en fait affecté par l'inflation. Keynes parlait d'ailleurs de l'euthanasie des rentiers pour bien montrer effectivement que les individus qui avaient un patrimoine élevé étaient massivement impactés, négativement impactés par l'inflation, voire l'hyperinflation. Et en dernier lieu, il faut savoir que le système redistributif a joué un rôle fondamental dans la réduction des inégalités, hein, la création de la sécurité sociale, la multiplication des aides sociales, la création de l'impôt progressif, hein, avec un petit peu sa logique à la Robin des Bois, où l'on prend davantage à ceux qui ont plus, la socialisation de certaines dépenses. La socialisation ici signifie en fait la prise en charge d'un certain nombre de dépenses par les pouvoirs publics, la création du SMIG en 1950, auquel a d'ailleurs succédé le SMIC en 1970, tout cela a contribué à réduire les inégalités économiques sur le long terme.
Alors, on a également observé une réduction des inégalités sociales. C'est ce que Mandras a appelé le processus de moyennisation. En fait, on a eu une vaste classe moyenne qui s'est développée et qui avait tendance à inclure la grande majorité des individus. Comment se caractérise cette moyennisation? Alors en fait, elle se caractérise par un rapprochement des modes de consommation. Par exemple, on va avoir une hausse générale du taux d'équipement des ménages en biens durables, en réfrigérateur, en voiture, etc. On va avoir un rapprochement des modes de vie. De plus en plus d'individus, indépendamment de leur origine sociale, auront tendance à partir en vacances. Alors, les destinations sont peut-être pas les mêmes, mais au moins ils partent en vacances. De plus en plus d'individus auront un jean, ce qui fait qu'ils seront plus difficiles à distinguer en termes d'origine sociale. De nombreux enfants issus des catégories populaires vont pouvoir être tirés vers le haut grâce à la mobilité sociale, et notamment grâce au rôle de l'école, qui va permettre à beaucoup d'individus de pouvoir plus facilement s'insérer professionnellement et bénéficier justement d'une ascension sociale en étant profession intermédiaire, cadre, etc. L'accession à la propriété, notamment au niveau immobilier, est rendue beaucoup plus facile, accessible, durant notamment les Trente Glorieuses. Enfin, on observe un déclin des inégalités de genre. Il faut savoir que les salaires des femmes ont tendance à augmenter plus rapidement que ceux des hommes. Et on a eu une succession de lois qui ont eu pour objectif de diminuer les inégalités de genre. Alors, comment on peut donc expliquer leur réduction? Donc, tout d'abord, il faut savoir que cette réduction a essentiellement eu lieu pendant la période des Trente Glorieuses, qui se caractérise par un essor économique sans précédent, en fait, une croissance annuelle moyenne d'environ 5%, un taux de chômage extrêmement faible, ce qui fait que les individus peuvent très facilement s'insérer professionnellement. Donc, on a une réduction des revenus, ce qui, au niveau des inégalités sociales, est positif, puisqu'il y aura moins d'inégalités de consommation, moins d'inégalités de logement, et l'intervention des pouvoirs publics ne fera bien évidemment qu'atténuer ces inégalités. Deuxièmement, il faut savoir qu'au niveau scolaire, il y a eu en fait une politique publique volontariste qui a eu justement pour objectif d'accroître massivement les dépenses publiques consacrées à l'éducation. Elle s'est fixé des objectifs ambitieux, on pense notamment à l'objectif de 80% d'une génération au bac. On a diversifié les filières, on a fait apparaître les bacs techno dans les années 60, les bacs pro dans les années 80, et tout cela a permis à de plus en plus d'individus justement de pouvoir accéder à des diplômes qu'ils ont pu ensuite valoriser sur le marché du travail. Enfin, la réduction des inégalités de genre est aussi à relier à l'école, puisqu'il est vrai que les femmes, en poursuivant des études, ont acquis une légitimité et une autonomie financière qui a facilité leur insertion professionnelle. Les mouvements féministes ont également contribué au rapprochement, en fait, en termes de salaire, en termes de diminution des inégalités sociales, donc entre les hommes et les femmes. Les pouvoirs publics ont voté de très très nombreuses lois sur la parité, que ce soit au niveau salarial, politique, familial, qui ont globalement permis une atténuation des discriminations que subissaient et que subissent malheureusement encore les femmes dans de nombreux domaines. Alors jusqu'ici, on a l'impression que tout va mieux, certes, mais tout n'est pas parfait, loin de là, et on peut même se demander si les choses ne tendent pas à devenir de plus en plus imparfaites. En fait, ce processus de réduction des inégalités semble s'être arrêté depuis les années 80. En fait, les inégalités traditionnelles ne diminuent plus. La courbe de Kuznets est remise en cause. On oppose d'un côté la France du haut, les riches, à la France du bas, les pauvres, dont la part dans l'ensemble des personnes a tendance à s'accroître, notamment depuis le début des années 2000. On parle de fin du modèle français des classes moyennes. On avait une vision à la Mandras, une moyennisation à la Mandras, et par opposition, il semble effectivement que ces fameuses classes moyennes tendent à éclater. En fait, on a l'impression que la réduction des inégalités a surtout été l'apanage d'une seule génération, celle qui est née dans les années 40 et qui a pleinement profité des Trente Glorieuses. Les générations qui se sont succédées, suite à celles nées dans les années 40, ont malheureusement eu beaucoup plus de mal à connaître un sort aussi positif qu'elles. Dubay, dans son ouvrage Les inégalités multipliées, souligne d'ailleurs que la structure sociale de nos sociétés se latino-américanise. Avec le développement de la pauvreté, de l'incertitude, de l'économie informelle, de la ségrégation urbaine,
En fait, on a une société qui est en train d'éclater. Alors, on a une fin de la réduction des inégalités depuis les années 80. On a une stagnation, voire même une hausse des inégalités de revenus. On a une hausse des inégalités de patrimoine. On a des emplois précaires qui explosent. Le chômage, on n'en parle même pas. Alors, la scolarisation, effectivement, elle s'est bien allongée, hein. On a une massification de l'enseignement, mais massification ne veut pas dire démocratisation. En 1967, un enfant d'ouvrier avait 28 fois moins de chances d'accéder à l'université qu'un enfant de cadre. Certes, aujourd'hui, il n'a que 8 fois moins de chances. N'oublions pas que l'idéal égalitaire serait en fait autant de chances. Les discriminations raciales existent toujours, que ce soit sur le marché du travail, l'accès au logement ou autre. Les femmes subissent toujours une domination masculine, que ce soit dans le domaine de la représentation politique, de l'entreprise, de la répartition des tâches domestiques, des salaires. Les inégalités de consommation sont toujours présentes. Certains biens restent socialement sélectifs. Et même si on a des taux de départ en vacances qui ont progressé, les destinations ne sont pas les mêmes. Certaines pratiques culturelles sont encore socialement très discriminantes. On pense notamment aux visites au musée, au théâtre, qui sont socialement marquées. Pire, on a de nouvelles inégalités qui apparaissent. On a des inégalités dites intracatégorielles. On a de plus en plus de jeunes qui sont pauvres parmi les moins de 25 ans. Le niveau d'un ouvrier non qualifié n'a rien à voir avec, bien évidemment, le niveau d'un ouvrier qualifié, hein. En termes de salaire, il y a des écarts qui peuvent être considérables. Rosan Vallon-Fitoussi parle de nouvel âge des inégalités pour bien montrer que les groupes sociaux sont de moins en moins homogènes. Alors, on a eu une précarité de l'emploi, on a un marché du travail qui a explosé, c'est la fameuse théorie du dualisme de Pierre Ringer. On a la faiblesse de la croissance économique qui fait qu'on obtient une société qui est un peu bipolarisée. Ceux qui sont professionnellement insérés, intégrés, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont compétitifs, qui ont un diplôme, un emploi stable, bien rémunéré, ceux qui sont protégés, comme les fonctionnaires. À l'opposé, les précaires, qui eux servent un petit peu d'amortisseurs quand ça va bien ou quand ça va mal. Et bien sûr, les exclus, qui eux vont vivre des aides sociales, de l'économie informelle et autres. On a ainsi des inégalités qui sont liées aux transformations du salariat. De nouvelles inégalités vont apparaître, donc, des inégalités liées aux modifications structurelles des ménages. Aujourd'hui, le modèle sont les couples biactifs. L'homme et la femme travaillent. Si l'un des deux ne travaille pas, on a un risque d'inégalité économique qui explose. D'ailleurs, les familles monoparentales sont largement touchées par la précarité et par la pauvreté. Enfin, nous avons des inégalités au niveau intergénérationnel. Louis Chauvel a d'ailleurs mis en évidence ce qu'il appelle la discrimination démographique. Les jeunes ont plus de difficultés d'insertion professionnelle. Ils servent de variable d'ajustement sur le marché du travail. Ils sont moins bien payés alors qu'ils sont plus diplômés que leurs aînés. Ils ont un accès plus difficile au logement. Leurs revenus progressent doucement et eux-mêmes, et les jeunes également, progressent doucement dans la hiérarchie de l'entreprise. Ils ont un patrimoine médian qui est relativement faible et ils cotisent davantage que leurs aînés quand ces derniers avaient le même âge. Cerise sur le gâteau, ils partiront bien plus tard que leurs aînés à la retraite.